Bonsoir mesdames, messieurs, et les demoiselles, s'il y en a. Alors aujourd'hui, le thème de la soirée, c'est le développement communautaire. C'est un sujet un peu difficile, d'une part, parce que le développement communautaire, ça n'existe pas sous nos latitudes, pratiquement. C'est une denrée assez peu commune, pour des raisons que l'on connaît ici, par rapport à la question du statut des communautés humaines, ou de leur déni d'ailleurs. Et puis la deuxième raison, c'est que le développement communautaire concerne un très grand nombre d'univers et de communautés, d'univers communautaires. Et effectivement, tout le monde n'est pas familier de tel ou tel univers ou de tel ou tel milieu. Donc, d'une part, je serai amené à évoquer des illustrations diverses éventuellement. D'autre part, ce sera utile que, même dans cette première phase où d'habitude c'est simplement un exposé, les questions étant réservées pour l'après-restauration. Donc là, on pourra peut-être engager des échanges autour de questions avant et continuer après aussi. Alors, pour resituer rapidement, on est dans le domaine des propositions de l'humanisme méthodologique. L'humanisme méthodologique qui est à la fois philosophie, théorie, anthropologie, méthodologie et d'autres choses encore. Et dans le cadre de ce qui a été initié l'année dernière, enfin au début de cette année, donc les rendez-vous de l'humanisme méthodologique autour du thème de la crise et les mutations du temps aujourd'hui, la crise, et notamment la crise des paradigmes, et la réponse ou la proposition du paradigme communautaire. Bon, normalement, déjà à ce stade-là, la salle aurait pu se vider par incompréhension de ce que c'est qu'un paradigme et une crise des paradigmes. Simplement, c'est un rappel puisqu'on l'a développé beaucoup avant, un paradigme, enfin pour simplifier, c'est une façon de voir le monde, de comprendre les choses, de leur assigner des fins, des finalités, ou des visées, et une façon d'agir, de comprendre comment on peut agir sur le monde, sur les choses, etc. Et dans un paradigme, il y a en principe une cohérence entre la façon de voir, les visées assignées et les façons d'agir. Sur le plan intellectuel, on peut dire qu'il y a une corrélation entre l'épistémologie pour la connaissance, l'axiologie pour le sens du bien et la praxéologie pour la pratique, c'est-à-dire aussi bien au niveau des conceptions que des actions dans ces domaines-là. Donc nous sommes dans un moment de crise des paradigmes, c'est-à-dire que les façons de voir le monde, ça allait de soi, surtout dans notre monde ici, ça allait de soi. Bon, non pas qu'il n'y ait qu'une seule vision du monde, mais il y avait une vision assez dominante, particulièrement en Occident et particulièrement en France, dans notre pays. Cette vision, ce paradigme s'effondre petit à petit, accompagné de grands cris de ceux à qui ça ne plaît pas, ou effectivement de la désolation de ceux qui perdent certains pouvoirs, mais en même temps, il y a toujours eu d'autres paradigmes alternatifs qui ont été présents, et puis d'autres nouveaux paradigmes, des nouveaux paradigmes dont on parle depuis plusieurs décennies d'ailleurs, si bien que le caractère de nouveauté est un peu surfait, mais il n'empêche qu'il y a toujours des nouveaux paradigmes dont on parle, et ici, il y a le paradigme communautaire qui, lui, est à la fois, on pourrait dire, peu évoqué,
en dehors de cercles restreints des amis de l'humanisme méthodologique, peut-être, ou autour, mais en tout cas qui correspond à des réalités, des tendances, et des tendances du monde actuel, en tout cas du dépassement des crises du monde actuel. Donc le paradigme communautaire, c'est une vision du monde, des choses, une compréhension des choses, une lecture des choses, de leur visée et des façons d'agir là-dessus. Et le développement communautaire est justement un aspect une conséquence de ce type de paradigme dans lequel il y a deux termes, développement et communautaire. Communautaire, ce qui appartient à une communauté. Tout ce qui appartient à une communauté est communautaire. Appartenir, c'est pas forcément au sens de la propriété, c'est au sens conceptuel. Ce qui est d'une communauté est communautaire. Et puis il y a le développement. Alors développement est un mot aussi relativement familier, c'est-à-dire plus exactement d'un usage assez fréquent, sauf que, à part le développement durable, dont je sais qu'il y a des spécialistes, ici, on ne sait pas trop ce que c'est que le développement, ou plus exactement, il y a différentes visions du développement, différentes sortes de développement. Voilà. Donc, je vais expliciter ce que c'est que le développement communautaire et quel est l'intérêt, à quoi ça sert et comment ça marche. Comment ça pourrait marcher. Alors d'abord, je vais indiquer effectivement un certain nombre de champs dans lesquels ou sur lesquels peut être envisagée la question du développement communautaire. Qu'est-ce que c'est, où ça va et comment ça marche, si on veut. Alors, il y a d'abord des communautés territoriales. Bon, pas que territoriales, mais des communautés du type un quartier, un hameau, une commune, une agglomération de communes, une communauté de communes, ou une communauté d'agglomération, des ensembles de communautés, une région, on peut parler en France de département encore, mais enfin une région, mais aussi des nations, les pays, les nations, mais aussi des groupements de régions, il y a des interrégionalités, et des groupements de nations, comme l'Europe par exemple, ou le groupement méditerranéen, ou des choses comme ça, mais il y en a bien sûr d'autres dans le monde. Voilà. Alors, à cette catégorie-là de communautés, où se pose des questions pourrait se poser des questions de développement communautaire et de projets de développement communautaire, il faudrait rajouter sans doute des nations qui n'ont pas de territoire. Je pense aux Kurdes, par exemple. Il y a une population qui est une communauté on pourrait dire nationale, mais il n'y a pas de territoire kurde. Il y a des territoires, il n'y a pas un territoire kurde. Donc quand je disais c'est des communautés territoriales, pas forcément, parce qu'il peut y avoir des communautés qui ont du type nation, effectivement, sans avoir un territoire qui les définit ou qui peuvent être définis de façon extraterritoriale ou avec un rapport au territoire, etc. Donc j'utilisais le terme de territoire simplement pour simplifier, pour dire effectivement c'est des populations, petites ou grandes, qui ont comme caractéristique de coexister, d'avoir une coexistence et éventuellement une identité, se reconnaître comme étant de telle commune, de tel truc, etc., de telle manière que les membres de ces communautés puissent dire nous, ceux d'ici, ceux de machin, de tel pays, de tel machin, de tel truc, etc. Voilà. Donc là, dès lors, il y a une communauté. Alors, ces communautés territoriales ne sont pas forcément reconnues comme telles, d'autant plus que la définition... Alors, est-ce qu'elle est constitutionnelle, juridique, officielle ou officieuse ou intellectuelle, je ne sais pas, d'un territoire? Un territoire, c'est un espace de pouvoir ou un espace d'administration, de législation d'administration. Autrement dit, ces définitions
là, font abstraction de la communauté humaine. Hein, c'est un champ de trucs. À la limite, on pourrait dire, on enlève tous ces gens-là du territoire, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours le territoire de pouvoir, sauf qu'ils s'exercent sur personne, mais enfin, c'est pas gênant, hein, au contraire, il y a moins d'ennuis quelquefois. Et puis, où il y a des règles, des législations qui s'appliquent là, quelles que soient les personnes ou les groupes de personnes qui habitent là. Voilà. Alors il y a aussi des territoires lointains, mais ce qui d'ailleurs nous amènera à certains aspects effectivement du développement communautaire tout à l'heure. Alors ça c'est une catégorie. Une autre c'est des communautés où la question du développement communautaire c'est les groupes du type associations, les organisations, les institutions. Il y a aussi des groupes de projets ou des communautés de projets, des entreprises, bon, de toutes sortes et de toute nature, juridiquement instituées ou non. En tout cas, c'est des groupes, des communautés. C'est des communautés qui ont un enjeu commun, qui ont un but commun, qui ont un enjeu commun, et qui pourraient avoir effectivement un développement communautaire, s'inscrire ou se doter d'un projet ou d'un développement communautaire. Donc développement communautaire, le champ de développement communautaire est aussi celui-là. On pourrait parler de développement communautaire, des organisations, développement communautaire, des entreprises. Ouais. Bon, je cherchais le nom d'une pratique canadienne qui date de quelques décennies, qui avait à voir avec ça, mais il ne me revient pas. Et puis il y a une troisième catégorie, ça peut être des communautés de toutes sortes, des communautés d'affinité, la communauté des amateurs de je ne sais pas quoi, des communautés collaboratives, comme c'est à la mode, les communautés d'usagers, des communautés économiques, des communautés intellectuelles, pourquoi pas confessionnelles, religieuses ou tout ce qu'on veut. Donc des communautés, il y en a de toutes sortes, et qui sont constituées autour ou à partir de quelque chose de commun. Hein. C'est effectivement une chose tout à fait importante, c'est que ce qui est commun est communautaire. Il n'y a pas de commun sans communauté, d'une sorte ou d'une autre. Et donc, ce qui est commun est communautaire, ce qui est communautaire est commun. Voilà. Alors, commun, ça ne veut pas dire uniforme et standardisé pour tout le monde, mais c'est commun. Donc, il y a le développement communautaire se joue dans tous ces espaces-là, etc. Alors, j'ai évoqué le truc à distance, puisque on pourrait dire que, notamment par le biais d'Internet et tous ces machins-là, il est possible de constituer des communautés à distance à propos de toutes sortes de choses. Et effectivement, un des événements majeurs du temps, c'est l'explosion des possibilités de former des communautés à distance et de toutes sortes. Ce qui était moins facile quand, pour former une communauté, il fallait soit être dans le même lieu, soit il fallait se déplacer à distance, en voiture ou autre, etc. Ce qui est faisable, etc. Donc qui facilite la constitution de communautés à distance. Mais sans cela, sans ces déplacements, les communautés ne pouvaient exister que dans des champs de proximité physique, pratiquement, avec quelques ponts qui étaient faits par des médiateurs, des voyageurs. Mais effectivement, ce qui se produit là est vraiment une explosion des potentiels de construction de communautés ou de transformation de communautés existantes, hein, ou d'évolution de communautés existantes, ou de création de nouvelles communautés de tous ordres. Sauf que le territoire n'est plus la condition nécessaire pour beaucoup de ces communautés, où le territoire dont il s'agit n'est plus un territoire matériel ou physique, ou géographique. Donc c'est cela qui fait, en partie, l'intérêt de cette question du développement communautaire,
dans le monde actuel, c'est-à-dire le nouveau paradigme ne consiste pas uniquement à relire et à revoir ce qui existe déjà, dont on parlera néanmoins, mais aussi à préparer effectivement ce qui vient ou est en train de venir. Bon, comme... voilà, ça vient, des fois ça vient pas, mais enfin ça peut venir. Je ne sais pas, il est là? Bonjour. Non, je ne vois pas de... Peut-être que ça va dans un sens, pas l'autre. Voilà. Alors, tout ça pour tracer un peu le champ, et maintenant pour rentrer un peu dans le vif du sujet sur qu'est-ce que c'est que le développement communautaire, qu'est-ce qu'on peut entendre par là. D'abord, il s'agit de développement humain. Bon, dans certains domaines, les domaines du développement ou des pays en voie de développement, du sous-développement, on parle souvent de développement économique à ce propos, et l'ONU a, il y a pas mal d'années, essayé de dire oui, mais le développement peut avoir des modalités économiques, mais sa finalité c'est humaine, et le développement humain, ça peut vouloir dire quelque chose en soi. Alors effectivement, le développement communautaire est un développement humain pour une première raison, c'est que les communautés dont il s'agit sont des communautés humaines et de nature humaine. Donc ce qui leur arrive et leur développement, leur évolution éventuelle est un phénomène humain. Donc ça ne peut pas être autre chose qu'un développement humain. Ensuite, les communautés ne sont pas des entités, des êtres en soi, ce sont toujours des communautés de personnes humaines, communautés complexes, etc., mais des communautés de personnes humaines. Et quand on désigne une communauté, telle communauté, qui a une unité, mais elle est constituée de personnes humaines, et peut-être d'autres choses encore, mais enfin d'abord de personnes humaines. Donc, s'il y a un développement communautaire, c'est un développement humain à la fois parce que la communauté est forcément humaine, de nature humaine, et à la fois parce que la communauté est constituée de personnes, et le développement de la communauté et le développement des personnes est corrélé, est en corrélation, et ça c'est un peu intéressant et un peu nouveau par rapport à un certain nombre de questions, de problèmes ou de soucis en ce qui concerne le rapport entre individus et société, individus et groupes ou entreprises, etc. Puisque nous venons d'un temps où on a cessé d'opposer l'un à l'autre, en mettant le primat de l'individu sur la société, le primat de la société sur l'individu, ou le conflit entre les deux, ou je ne sais pas trop quoi, ou des édifices pour créer du lien social entre les individus pour former une communauté, etc. Donc il y a toutes sortes de paradigmes d'ailleurs, de conceptions, qui ont pour beaucoup effectivement dissocié d'une certaine façon les personnes humaines et la communauté humaine, ou les communautés humaines, plus exactement, auxquelles participent les personnes, entendant les personnes peuvent participer à toutes sortes de communautés, et surtout dans le futur. La mobilité communautaire est d'autant plus grande, sera d'autant plus grande dans le futur. Ce qui veut dire que le sort des personnes n'est pas entièrement conditionné par le sort des communautés. Par contre, le sort des communautés est entièrement conditionné par les personnes qui les forment et peut-être d'autres communautés aussi auxquelles elles participent. Donc il y a une petite dissymétrie, enfin, il y a une certaine dissymétrie entre personnes et communautés de ce fait-là. Mais en tout cas, le développement communautaire est un développement humain. On va voir en quoi ça consiste pour les communautés. Et ce développement humain des communautés est corrélé au développement humain des personnes, qui est lui-même corrélé au développement des communautés. Mais qu'appelle-t-on développement humain? Alors, ça rejoint cette dimension des paradigmes que j'appelais les visées, les finalités
ou l'axiologie, tout à l'heure, c'est la question du bien. Le développement ici est entendu par le développement du bien humain. Bien personne, bien commun. Voilà. Alors bien entendu, et c'est quoi le bien? Le bien, et ça c'est effectivement une position majeure, qui est de dire on ne peut pas parler de bien humain indépendamment de la conception qu'on a de l'homme. Ce qu'est l'homme, le bien humain n'est définissable, pensable, que par rapport à ce qu'est l'homme. D'une part, et d'autre part, par une conception de l'homme où il y a un bien humain qui peut être visé et qui peut prendre toutes sortes de formes et de modalités. Il y a la visée d'un bien humain, mais s'il y a la visée d'un bien humain, c'est qu'il peut aussi y avoir d'autres visées qui ne sont pas la visée du bien humain. C'est-à-dire que l'homme, donc les communautés de même, sont le siège de, potentiellement, toutes sortes de visées, toutes sortes de trajectoires que l'on pourrait qualifier de développement. Je sais pas, quelqu'un qui est malade, on pourrait parler du développement de la maladie. Mais là, c'est justement pas le développement du bien humain, en général. Donc, le développement ici, le développement humain, le développement communautaire, le développement personnel, c'est le développement du bien humain. Encore faut-il, effectivement, pouvoir comprendre de quoi il s'agit et ensuite en quoi il consiste, puisque si le développement est la visée du bien, la consistance du développement sera liée à la consistance du bien humain. Alors ici, une chose peut en être dite, c'est que le bien humain, qui est donc la visée du développement, c'est l'accomplissement de l'homme. Bon, alors ça nous renvoie un peu plus loin. C'est quoi l'accomplissement de l'homme? Alors, c'est pas tout un chapitre, mais de nombreux chapitres de l'humanisme mythologique pour dire effectivement en quoi les personnes humaines sont des êtres pour qui vivre, c'est devenir. Vivre en tant qu'homme humain, c'est devenir, à la différence d'autres êtres qui ne sont pas forcément faits pour devenir, mais, et d'ailleurs, il y a des hommes qui ne visent pas le devenir, qui visent le bien-être, le bien fonctionner, ou pas être ennuyé par les voisins, ou je ne sais pas trop quoi. Donc on pourrait avoir d'autres visées que un devenir. Mais devenir, ça veut dire que quelque chose se construit, ou quelque chose se développe, qui fait que ce qui devient n'était pas là avant de devenir, et ce qui devient est quelque chose comme la finalité du devenir. Un devenir a une finalité. Le devenir, c'est pas simplement le devenir du stylo qui s'use, et quand il est usé, ben, il marche plus. Bon, c'est pas de ça dont on parle, c'est pas le fait simplement de devenir, c'est un devenir qui s'inscrit dans une histoire qui est une propriété de l'humanité, histoire personnelle, histoire communautaire. D'ailleurs, beaucoup de communautés pourront être qualifiées par leur histoire. Alors leur histoire, qui est une histoire mythique, une histoire objective ou pas, peu importe, ça c'est une autre question, mais par une histoire. Et effectivement, il n'y a de devenir que dans une histoire. C'est-à-dire, pour devenir, il faut venir de quelque part, il faut être là et être dans une visée de bon. Donc il y a quelque chose d'inhérent à la nature humaine dans ce devenir et dans le fait que ce devenir visant le bien humain est un accomplissement humain, et le développement communautaire, comme le développement personnel d'ailleurs, qui sont corrélés, on verra, vise à discerner, repérer et surtout engager ce devenir commun, ce devenir communautaire.
Alors on verra le devenir communautaire, le devenir d'une région, d'un quartier, d'une entreprise, d'un cercle de je ne sais pas quoi. Le devenir commun, eh bien, qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui le caractérise? En quoi ça consiste? Alors, sur le plan de l'axe de la direction, c'est le sens du bien commun, donc qui caractérise ou qui justifie le développement communautaire. Et ce sens du bien commun est propre, puisqu'il est commun, il est propre à chaque communauté, peut-être jusqu'à la communauté humaine dans son ensemble. Mais il n'est pas aisé de faire délibérer la communauté humaine dans son ensemble, ou de faire travailler, travailler sur cela, ou d'établir un projet de développement communautaire à l'échelle de l'humanité. Un projet qui soit vraiment porté, qui soit vraiment un projet de développement humain et qui soit vraiment engagé. Ça n'est pas forcément, c'est pas forcément aisé au niveau de petites communautés, mais c'est plus apporter, en tout cas apporter des membres de ces communautés. Une communauté petite ou moyenne, même nationale, les membres d'une communauté peuvent éventuellement envisager de réguler d'une manière ou d'une autre, d'abord d'avoir un projet commun et de réguler cela par des moyens démocratiques ou autres. Ce qui est d'ailleurs un gros problème de certaines thématiques sur les biens communs notamment, ou sur le bien de l'humanité, ou sur le bien de la planète, ou je ne sais pas trop quoi, c'est que c'est à une échelle qui devient hors de portée des communautés humaines, sauf ceux qui s'autoproclament spécialistes et chargés de gérer ces choses-là. Il y a beaucoup de candidats, de plus en plus. Donc, le développement communautaire, développement du sens du bien commun propre à une communauté, selon des modalités propres à la communauté. Les modalités propres à une communauté, c'est des modalités culturelles. Et on peut comprendre la culture ici comme cultiver le sens du bien commun ou cultiver le bien commun. Et cultiver le bien commun, pour une communauté, c'est sa culture, c'est le fait de cultiver, et l'acte est un acte culturel, mais ça consiste à cultiver des talents, des qualités, des valeurs, des propriétés en définitive, ou des potentiels propres à la communauté. Donc on a là une certaine appréhension du développement communautaire, qui consiste, au fond, à reconnaître et cultiver et enrichir des potentiels, des qualités, etc., culturelles propres à cette communauté-là. Et, bien entendu, auxquelles participent les personnes et les membres de cette communauté-là. Ce qui est intéressant peut-être à noter là, c'est que de ce fait, le développement communautaire est différent pour chaque communauté. Le développement des communautaires n'est pas le même. Et imposer à une communauté, quelle qu'elle soit, un développement communautaire préformaté, c'est des approprier d'elle-même, c'est-à-dire de l'aliéner en définitive. On pourrait dire, tiens, ben voilà, le phénomène colonial, qui est là avec ses variantes d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'est pas un colonisateur de la même manière, mais d'une certaine façon, on pourrait dire aussi que l'hégémonie occidentale s'est fondée sur une espèce de normalisation, de rationalisation, de standardisation des conceptions du développement. C'est-à-dire, effectivement, un travail d'aliénation, etc. Alors, on a pu s'étonner au bout de décennies, du fait que,
eh ben, ça ne produisait pas forcément de développement communautaire et de développement culturel chez les indigènes à quels on avait voulu inculquer les bonnes méthodes de développement, et que dans le temps qui est ici, le temps de crise, etc., il se trouve qu'un certain nombre de ces pays, d'abord, se sont mis à copier, bien entendu, à vouloir s'autonomiser, à copier les modèles qu'on avait inculqués, c'est d'ailleurs un problème toujours présent, mais quelquefois à inventer ou à se développer, à développer leur propre potentiel. Mais on est justement dans un moment là où effectivement beaucoup de communautés territoriales, nationales, de grandes communautés, petites communautés sont en train de vivre d'un côté une désaffection au sens d'affectueux d'ailleurs aussi bien que donc de moins d'affection, une désaffection par rapport aux modèles occidentaux normatifs, rationnels et universels, au profit d'une réappropriation, de réinvention de modèles propres ou de façon propre de se développer. Donc on rentre dans l'ère de l'empowerment, c'est-à-dire le fait que des communautés et des personnes se confrontent à la question de leur développement et de leur visée de développement et de leur choix de développement. Ça tombe bien par rapport au paradigme communautaire, c'est que justement, il se trouve que toute communauté est une communauté humaine, mais est singulière dans la mesure où elle a porteuse d'une problématique humaine particulière, dont c'est à la fois sa charge et son lot, et aussi la source de ses richesses et de ses potentiels. Mais on reviendra un petit peu là-dessus. Et donc, le développement communautaire est toujours propre à une communauté. D'ailleurs, il m'est arrivé, et j'en reparlerai, d'appeler le développement communautaire un développement approprié. Alors, il est approprié à la communauté, un tel, à son histoire, à ce qu'elle est à un moment donné, et il est approprié par la communauté, c'est-à-dire par les personnes de la communauté, selon les modes de régulation, d'institution, tout ce qu'on veut, qui lui sont propres, qui sont culturellement propres. Alors, le développement communautaire est un développement approprié de cette matière-là. Alors, effectivement, le thème de l'empowerment, on pourrait le comprendre aussi comme une appropriation, une réappropriation du développement. D'ailleurs, ce qui est vrai pour tous les types de communautés que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour continuer sur en quoi consiste le développement communautaire, cultiver des potentiels, viser le bien commun, propre, s'approprier le développement dans une direction d'accomplissement, on verra la trajectoire tout à l'heure, une direction d'accomplissement humain choisie plutôt que d'autres possibilités de développement, on pourrait dire inhumain. Ben, pourquoi pas d'ailleurs? Parce que c'est toujours du développement humain, puisque c'est des hommes qui s'en parlent, qui s'en occupent, etc. Sauf que, effectivement, il y a des projets de développement qui dénient l'essentiel de l'humanité de l'homme, c'est-à-dire qui réduisent l'homme à ceci ou à cela, ou à telle de ces dimensions. Et en cela, on peut dire que, même si on utilise le terme d'humanisme souvent pour désigner telle ou telle de ces conceptions, eh bien c'est un développement proprement inhumain, mais un développement des hommes qui est un développement inhumain. D'ailleurs, un signe de développement inhumain, c'est lorsque, pendant de nombreuses années, on a appliqué une excellente méthode de développement quelque part, et qu'après c'est pire qu'avant, eh bien on peut être sûr que c'est pas forcément une question de méthode, c'est la théorie qui était fausse, c'est-à-dire l'idée et la visée qui étaient fausses. Et bon, il nous arrive dans ce monde où on avait la raison universelle, où on excellait, effectivement d'avoir du mal à concevoir ou accepter effectivement que eh bien,
eh bien, il y a d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres modèles qui sont là. Alors, en quoi ça consiste le développement? Au-delà de ça, c'est quoi? C'est quoi le développement d'une communauté, d'une ville, d'un quartier, d'un machin, d'une nation, etc. Alors, eh bien, le développement, c'est l'évolution progressive sur un certain axe. On viendra voir sur les trajectoires tout à l'heure. Mais c'est le développement de l'existence commune. Autrement dit, ça touche à toutes les dimensions de l'existence commune. C'est donc un développement qui peut être matériel, qui peut être économique. L'éducation, c'est quoi sinon un développement humain? Mais ça peut être l'éducation communautaire, donc c'est pas l'éducation de certains dans la communauté, mais ça peut être l'éducation de tout le monde, selon ce qu'il est, etc., etc., et selon les communautés, effectivement. C'est l'éducation, et puis c'est le développement, c'est aussi les questions de gouvernance, comment la communauté s'organise, comment elle vit, c'est tout ce qui fait la vie d'une société, c'est aussi le développement urbain, c'est le développement de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire toutes les dimensions de l'existence commune dans cette communauté, tous ces enjeux sont, tous sans exception, des enjeux du développement humain. Autrement dit, par exemple, toutes les modalités de développement participent du développement humain. Alors on ne peut pas dire, ah ben d'un côté il y a le développement économique, de l'autre côté il y a le développement humain, comme on le dit, comme on l'a dit, comme on le pense très souvent. Mais c'est croire que l'économie est quelque chose qui existerait indépendamment des humains qui non seulement le conceptualisent, le pensent, l'agissent et le réalisent. Bien sûr que non. Et inversement d'ailleurs, penser que le développement économique est en soi mauvais pour l'humanité est aussi stupide que penser qu'il pourrait y avoir un développement économique indépendamment du développement humain. Effectivement, le développement économique est un volet, une dimension, un ensemble du même développement humain. Simplement, effectivement, si le développement humain et le développement communautaire est le champ de pensée, d'orientation et d'action dans lequel on est, évidemment, ça a des répercussions sur la façon dont on peut penser l'économie. Par exemple, la première chose, c'est il n'y a d'économie que communautaire. Voilà. Toute prétention à une économie qui ne serait pas communautaire, c'est tout à fait équivalent de dire il y a une économie qui n'est pas humaine et qui agit sur nous et dans laquelle nous sommes censés intervenir. Donc ça correspond à un paradigme qui est en pleine expansion, hein, et qui est effectivement un des paradigmes déshumanisants le plus efficace pour la déshumanisation du monde. D'ailleurs, ça se sent, ça se voit. Voilà. Mais voilà, le développement économique est à concevoir. L'éducation, pareil. À quoi sert l'éducation? Si l'éducation, ça sert pour le développement des personnes, mais les personnes n'existent que dans des communautés. Et il ne peut pas avoir une éducation d'une personne sans qu'elle soit rapportée à un monde communautaire particulier, un monde culturel particulier. Et prétendre que l'éducation serait indépendante des mondes et des cultures dans lesquels on est, indépendante des histoires dans lesquelles on vit, est une aberration commune, fréquente, largement partagée, mais où on pourrait dire que l'individu est une chose que l'on peut machiner pour qu'elle se transforme en autre chose, une chose qui sera mieux, plus, si cela. Ben non, ça c'est pas c'est une vision déshumanisée de l'homme. Et un bien ce qui est appelé un bien qui est en fait un mal humain. Voilà. Donc l'éducation peut être repensée comme une éducation communautaire. C'est toujours une éducation, un développement des personnes et de la communauté et de l'un par l'autre. C'est-à-dire la communauté ne se développe que par les personnes qui la constituent, grâce à leur développement propre, et le développement des personnes ne s'effectue que dans un ou des cadres
communautaire, rappelant qu'une personne peut vivre dans X communautés, plusieurs communautés, même si elle s'installe ici ou là, mais bon, la mobilité communautaire sera de plus en plus grande, effectivement, dans le futur, beaucoup plus qu'elle a été dans le passé, surtout pour ceux qui ont connu d'autres âges, d'autres guerres, etc. Donc la consistance du développement, ce sont toutes les affaires. Autrement dit, si je prends une entreprise, ou un quartier, ou une ville, ou une nation, tout ce qui fait la vie et l'existence commune dans cette nation est en jeu de développement. Et donc on peut avoir des chapitres de développement, des volets de développement, ou des aspects du développement. Compte tenu du fait que toute communauté est culturellement originale, singulière, ce qui n'empêche pas de ressembler à d'autres, mais singulière, alors le développement communautaire prendra des figures différentes. S'il y aura la plupart du temps un développement, une dimension économique au développement, par contre sa consistance ne sera pas forcément la même. Inversement, on pourrait avoir dans selon le paradigme communautaire, une économie communautaire, une belle justification théorique et pratique des monnaies locales, puisque c'est une question de signes de valeur, et la valeur est liée aux valeurs propres des communautés, au sens du bien commun. Donc il est normal que la valeur dans une communauté est un instrument de mesure, un moyen de mesure qui soit corrélé à sa culture et à ses valeurs, etc., qui vont se traduire par des échanges d'une économie, des échanges communautaires, intracommunautaires. Et donc la monnaie locale peut être un moyen de développement communautaire, etc. D'ailleurs, on y va. Lyon vient de créer sa monnaie locale qui s'appelle la gonette, cette semaine. Rennes ou Nantes, Rennes l'a déjà fait, voilà. Mais une monnaie locale, une vraie monnaie locale, avec des billets adossés à l'euro, gérés, etc., etc. Mais une monnaie entre les gones c'est les lions, les lyonnais. Hein, bon. Et voilà. Donc l'économie communautaire vient. Ce qui ne veut pas dire que Lyon a décidé de ne plus être présent en France. La monnaie s'adosse à l'euro, donc ils sont toujours européens, Lyon est toujours dans le monde, et Lyon participe à d'autres communautés dans le monde, mais il n'empêche que Lyon reconnaît qu'il y a une économie communautaire de la communauté de Lyon, et qu'il y a une monnaie qui en est le signe, un instrument particulier, et qui a sans doute d'autres choses. D'ailleurs, il est dit explicitement que c'est pour renforcer le développement économique de la communauté, des Lyonnais. C'est dit, voilà. Et c'est nouveau, ça. Bon. Alors, certains vont dire, oh là là, c'est, comment on disait, autarcie, machin. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'autarcie, parce que l'économie communautaire de Lyon est tout à fait liée à l'économie communautaire de Rhône-Alpes, l'économie française, l'économie européenne, l'économie mondiale. Et bon, ça ne change rien à ça. Ce que ça change, c'est qu'il y a une économie communautaire et que la communauté peut s'intéresser à son développement sous l'angle économique, comme faisant partie du développement humain de sa communauté, et avec ses propres analyses, ses propres valeurs, ses propres évaluations, ce qui n'empêchera pas la communauté lyonnaise d'évaluer par ailleurs son économie par rapport à l'économie nationale ou à l'économie machin. Donc une évaluation et une mesure de la valeur. Par contre, la gonette, à Pékin, ça ne va pas valoir grand-chose dans les prochaines années. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Il se peut que s'il y a effectivement des flux économiques entre Shanghai et Lyon, ce qui doit certainement exister, mais de façon modeste, enfin ça existe, eh bien peut-être que la gonette va circuler à Shanghai. Bon. Ce qui veut dire que l'économie communautaire d'ici, elle n'est pas liée à des frontières, elle est liée aux liens et aux relations communautaires, en même temps que, je ne sais plus comment ça s'appelle, le yuan, la monnaie chinoise, il y a deux noms d'ailleurs, peut circuler à Lyon, d'ailleurs ça existe déjà, hein. Bon, c'est marginal mais ça existe déjà. Donc ce qui est communautaire n'est pas un enfermement à l'intérieur d'une frontière, c'est quelque chose qui est en propre, qui
traite des enjeux propres, des développements propres, des affaires propres, et en même temps, tout en participant à d'autres communautés, puisque, effectivement, un quartier fait partie d'une commune, qui fait partie d'une communauté, qui fait partie d'une région, qui fait partie, etc. Donc, ce n'est pas une communauté à la place de l'autre. Ce qui est caractéristique, c'est dans le modèle français, le fameux modèle français, comme on appelle ça, administratif. En réalité, tout ça sont des images qui correspondent à un paradigme qui ne comprend rien au phénomène communautaire. Mais ça viendra un petit peu. Ça viendra par la bande, quoi, ou par des communautés qui ont une certaine maturité et que cette maturité les amène à assumer empowerment, développement communautaire, accomplissement dont on parlait tout à l'heure, qui va les amener à assumer un certain nombre de choses. Voilà. Le fait que, je prends cet exemple, que Lyon ait institué la gonette comme monnaie la semaine dernière, avec tout, enfin vraiment du sérieux, j'ai pas entendu parler que Lyon demandait son indépendance ni au département, ni à la région, ni au pays, ni à l'Europe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les dépendances font partie de la vie des communautés et de développement communautaire. La gestion des dépendances aussi. Donc voilà, mais ça c'est difficile à comprendre dans un monde où il y a dedans, dehors, ce sont délimitées des frontières qui séparent l'intérieur et l'extérieur, le soi et le non-soi. Donc le contenu du développement, ce sont les affaires communes, les grandes et puis des petites, parce que ici, je sais pas, à Lyon, il va y avoir dans le projet c'est un projet de développement de la communauté lyonnaise, il va y avoir tout un tas de trucs sur comment on appelle ça là, le tablier de sapeur et les je sais pas quoi, mais ça c'est à Lyon. À Rennes, en Alsace, machin, ça n'existe pas. C'est-à-dire il y a des choses qui sont propres à une communauté et qui sont inconnues pour les autres, parce que c'est pas la même culture, etc. On peut partager d'autres choses. Hein, mais bon. Donc la consistance du développement, on peut prendre des visages très singuliers, très originaux, à la fois des visages assez communs, qui deviennent assez communs comme les monnaies locales, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, mais il y a des choses qui sont singulières et qui ne sont pas compréhensibles par d'autres cultures, parce que ce n'est pas leur culture. Et donc le développement peut effectivement prendre des visages tout à fait singuliers, originaux. Alors, le développement est une progression. J'ai évoqué la question de la visée de ce développement, l'accomplissement humain, etc. Mais il se trouve que la progression humaine, et toute progression humaine, se fait sur une trajectoire qui correspond aux âges de la vie et aux âges de maturation humaine. C'est-à-dire les hommes, les communautés humaines, toutes, y compris les ensembles communautaires, qui sont des communautés de communautés, sont appelés à se développer, à progresser selon un âge, selon des âges qui sont là dans l'escalier, hein. C'est-à-dire il y a en l'homme une possibilité de grandir, et grandir ça veut dire développer des modes de conscience et des niveaux de conscience, mais des modes de conscience et des niveaux de conscience différents, de grandir en conscience, de grandir en maîtrise, de grandir en maturité, etc. Mais de grandir progressivement, c'est-à-dire pas à pas, selon des temps et des âges. Eh bien, le développement communautaire, ça consiste justement à grandir, faire grandir, aider à grandir selon la position que l'on prend par rapport à la question du développement communautaire. Et grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des apprentissages, accéder à une nouvelle conscience, un nouveau champ de conscience, apprendre des choses, acquérir des compétences nouvelles, etc., etc. Mais selon une trajectoire qui n'est pas arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une échelle
où il y a des barreaux anonymes, il y en a 17 à grimper ou 12 à grimper. Non, c'est que à chaque stade, il y a un enjeu humain à maîtriser pour accéder à un autre âge, etc. Alors, ces enjeux sont développés ici, mais je rappelle, il y a l'âge archaïque, en prenant le arché à la fois comme ce qui est le plus ancien, le plus profond, le plus confus quelquefois, mais aussi ce qui structure la personnalité. Et on pourrait dire que ça correspond aux âges avant la naissance ou un peu après la naissance, où l'existence pour la personne est réduite à ses affects, à ce qu'elle ressent, mais la caractéristique de cette appréhension sensible, émotionnelle, affective du réel, a comme inconvénient, c'est qu'elle ne fait pas la part entre le soi et le non-soi. Il n'y a pas de distinction entre soi et le non-soi. Ce qui l'affecte, l'éprouver, c'est justement, on pourrait dire, le résultat d'une relation, je veux dire interaction, c'est pas forcément interaction, mais enfin, le résultat d'une interaction entre soi et non-soi, et quelque chose, quelqu'un, etc. Et l'affect, c'est ce qui est éprouvé de cela. Mais cet éprouvé, il vient de soi ou il vient de non-soi. En fait, par lui-même, c'est indéterminable. On dit, oui, c'est indécidable. Voilà. C'est indécidable. Et c'est-à-dire que le monde des affects et des émotions, etc., est un monde de grande confusion, puisqu'on ne sait pas, nous savons d'ailleurs, on pourrait raconter des tas d'histoires, effectivement, de cette confusion, depuis le sentiment de fusion, ou les angoisses de perte, ou au contraire, bon, enfin bref, disons qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et effectivement, cette dimension de l'humanité demande à être maîtrisée relativement, maîtrisée, ça veut dire non pas éliminée, mais maîtrisée, c'est-à-dire qu'en grandissant, eh bien, vont s'acquérir des moyens de distinguer, de différencier le soi et le non-soi, et de faire des affects, non pas des choses, un pathos au sens de passion qui veut dire subir en définitive, ça arrive, bon, voilà, mais faire un vecteur ou un moteur, un moyen de s'investir ou de s'engager dans un âge primaire qui est l'âge du faire, et si c'est une communauté, on verra du faire ensemble. Donc, enfin, il se trouve que dans les trajectoires humaines, communautés humaines, l'âge archaïque est quelquefois pas dépassé parce que pas éduqué, ou le produit d'une régression qui retombe dans l'âge archaïque. Dans l'âge archaïque, il y a même des civilisations qui retombent dans l'âge archaïque. Et l'âge archaïque, dans notre contexte aujourd'hui, bah, c'est la guerre, c'est les bruits de guerre, c'est toutes les violences, toutes les passions tout ça sont des symptômes d'une régression dans l'archaïque qui résulte de perte de contrôle, de tout un tas de machins comme ça. Bon, il y a les méchants, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, hein, comme explication. À l'inverse, dans la trajectoire humaine, on sort de l'âge archaïque par l'expérience de la séparation. Pour les humains, c'est la naissance qui est une séparation qui peut être traumatique d'ailleurs quelquefois, mais qui est une séparation qui est nécessaire et en même temps qui va engager la personne ou la communauté éventuellement dans certains cas dans une dialectique du soi et du non-soi, c'est-à-dire à la fois le désir fusionnel et le désir de séparation pour exister, et le conflit entre les deux, et la nécessaire éducation, par exemple parentale, pour favoriser non pas la régression fusionnelle, mais favoriser la progression relationnelle
dans les relations aux autres et aux choses, etc. Donc l'âge primaire, qui est l'âge de l'expérience des interactions entre les autres, les uns, les autres, les choses, et l'apprentissage de pratiques, de comportements, de gestes verbaux, de gestes physiques, de gestes comportementaux multiples, y compris de gestes sophistiqués, qui peuvent être des gestes techniques, des gestes de métier, etc. Donc il y a un temps qui est l'âge du faire, où effectivement se construit la personnalité individuelle dans le jeu des interactions avec les autres, mais peut-être qu'il vaut mieux que ce soit fait en présence d'une tutelle parentale, quels que soient les trucs, qui favorise l'apprentissage du faire plutôt que le refus de faire en revenant à la reproduction de situations fusionnelles et qui sont effectivement, qui se traduisent en conséquence par une inappropriation à la vie collective, à la vie commune, aux affaires communes, depuis les premiers âges jusqu'à des âges avancés, même d'ailleurs toute la vie. Parce que ces passages-là ne sont pas que... Bon, ils peuvent être rapportés à une certaine période de la vie, mais la question se pose tout le long de la vie aussi. L'âge primaire, l'âge du faire. Ensuite, c'est l'âge des représentations mentales, c'est-à-dire la capacité de voir par la pensée, par la réflexion, par les représentations mentales, par la raison, au-delà du bout de son nez, au-delà du faire, au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce qui se fait, de ce qui arrive, qui est le monde du court terme. La longueur du court terme, question qu'il faut se poser quand même, c'est court, c'est combien? Eh bien, c'est la distance entre la cause et l'effet. C'est-à-dire, je fais comme ça produit tel effet, c'est ça. Et voir à court terme, c'est voir pas plus loin que le résultat que l'on a engagé. Après, c'est voir à moyen terme, c'est-à-dire voir au-delà du résultat, c'est-à-dire, et ce résultat, à quoi il va mener et à quoi, etc. Donc, le moyen terme réclame une conscience rationnelle de type secondaire ici, c'est-à-dire une faculté de représentation, et pas simplement de représentation des choses dans l'espace, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire de projection dans le temps. Et effectivement, cet âge-là est un âge où la raison est importante à bien des égards, mais un âge où la capacité de représentation, de plus en plus construite, de plus en plus vaste, donc de connaissance, de tout ce qu'on veut, de représentation très formelle, dans des modèles, des structures, des règles, ou des représentations imaginaires, des représentations d'identification, identification de soi, d'identification du monde, etc. À tel point d'ailleurs que quand il y a des déviances, on peut en venir à confondre les représentations et la réalité. Les représentations, c'est des représentations de la réalité, et c'est donc un âge de maturation supplémentaire. Simplement, ce n'est pas le dernier. Et là est un problème d'actualité, c'est que dans le monde qui est le nôtre, et le monde de l'Occident, et le monde français en particulier, on a fait comme si la maîtrise des représentations était l'âge ultime, le sommet indépassable. Il suffisait de grandes écoles où on sélectionne et on forme les meilleurs esprits entendus, meilleurs computers rationnels, pour qu'on ait atteint le sommet de la civilisation, etc. C'est pas vrai. Et l'ennui, c'est que, effectivement, au lieu de progresser vers un autre âge qui vient derrière, qui est en train de venir, qui vient derrière, il y a effectivement des crises de représentation qui se traduisent par des régressions, justement, puisque c'est comme ça, on revient en arrière, par des crispations. Alors, on n'a jamais entendu autant d'incantations sur les vraies valeurs de l'histoire de la République et tout ce qu'on veut, et d'autres choses encore, où quoi, notre école va devenir je sais pas quoi, enfin bon, en tout cas, il y a effectivement beaucoup de crispation et aussi de fuite en avant, c'est-à-dire que tout se vaut, alors on pourrait parler de relativisme, mais tout se vaut, et donc il n'y a qu'à faire du bruit avec la bouche, avec les images, avec les télés, avec les médias, etc. Et voilà. Et donc il y a une façon
de rendre vaines les représentations, ou de rendre vaines les effets des représentations, en leur donnant un poids excessif, abusif, en définitive. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes des représentations qui pensent que le pouvoir c'est eux, la démocratie c'est eux, et que la réalité c'est eux, et que voilà, bon. C'est sur ce contexte. Alors après, il y a un autre âge qui est l'âge du sens, et l'âge des communautés de sens, et l'âge de l'humanité. Michel Serres parle d'omniscience, et il dit, enfin, je le fais parler parce que on me croira plus facilement si je dis que c'est lui qui l'a dit que si c'est moi. Enfin, c'est un des bases de l'humanisme méthodologique, c'est que le monde devient un monde de nature humaine. Toutes les choses sont humaines. Voilà. Les discours sont humains, les réalités sont humaines, etc. C'est la découverte que les choses sont humaines, sauf que l'homme est responsable des affaires humaines, de toutes les affaires humaines, à toutes les échelles. Voilà. Non seulement il est responsable, mais il n'est pas responsable de quelque chose qui est là. Il est responsable du fait même que ça existe. C'est-à-dire que les mondes, le monde et les mondes sont des mondes communautaires, sont des mondes humains et communautaires, dont les membres des communautés sont co-créateurs, co-responsables et co-auteurs. Voilà. Alors ça, c'est un âge d'humanité qui est plus récent, ça a toujours existé dans des traditions ou des personnages marginaux, mais c'est en train de venir, Mais évidemment, le problème de ces âges de conscience, de maturation et d'humanité est que quand on est à l'âge 0, on ne connaît rien, on ne comprend rien, le reste n'existe même pas. Quand on est à l'âge du faire et du factuel, toutes les élucubrations de représentation, etc., c'est pas concret, ça n'existe pas. Et quand on est à l'âge des représentations, l'âge du sens et l'âge de l'homme, on ne connaît pas, c'est pareil, la même cécité, mais non pas une cécité accidentelle, mais le fait qu'on n'a pas accédé à la vision ou à la conscience supérieure, surtout si on ne l'a pas cherché. Alors le développement communautaire, ça consiste, eh bien, pour une communauté, à progresser selon les trajectoires du devenir humain. Alors ça dépend où elle en est. Si elle en est au stade archaïque, eh bien, elle va être incapable de se représenter le projet ou les stratégies qu'il faut mener, puisque ce n'est pas dans son conscience. Donc, quand on a des sociétés archaïques ou des communautés archaïques, il y a besoin que quelqu'un d'autre vienne pour aider la communauté à sortir de son impasse ou de son marasme et de faire un pas en avant vers un deuxième âge. Et ce deuxième âge qui sera l'âge du faire. Alors, effectivement, dans le développement communautaire, il y a un stade du faire ensemble, apprendre à faire, où on va avoir les usages, les pratiques, tout un tas de choses qui sont des savoir-faire qui constituent, effectivement, amènent un niveau de conscience, niveau de conscience factuel, où la communauté se reconnaît comme telle et se reconnaît comme capable de quelque chose. C'est-à-dire le nous est capable de faire quelque chose parce qu'il en fait l'apprentissage, et ce faire a une valeur, non pas dans la monnaie locale, etc., on n'est pas à ce niveau-là, mais donc il y a une conscience communautaire factuelle qui est présente. Mais l'état suivant, c'est la conscience des représentations. C'est-à-dire, à ce stade primaire, pour la communauté, il n'y a pas de vision de la communauté, il n'y a pas de représentation de la communauté dans le monde, etc., etc., etc. Il y a un sentiment, bien entendu, mais il y a une expérience, et une somme d'expériences qui sont comme ça. Et la phase suivante, ça va être de construire des représentations, développer des savoirs, une intelligence collective, des compétences collectives, de se représenter les choses, tout en continuant à faire. Ça ne veut pas dire, quand on monte d'un étage, on n'a pas supprimé les autres. Simplement, on a un niveau de maîtrise de notre degré là-dessus. Alors, dans le développement communautaire, c'est pareil. Il y a des communautés qui en sont au stade primaire, mais qui pourraient aller à un stade secondaire, sauf qu'elles ne peuvent pas le concevoir, puisque concevoir, c'est maîtriser des représentations.
Donc il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un aide à travailler sur la représentation, à acquérir une certaine maîtrise de certaines représentations qui vont lui permettre de se projeter et d'aller plus loin. Et puis, donc, cultiver ces représentations, cultiver cette maturité, jusqu'à ce que cette maturité en vienne au seuil de passage, ce que j'appelle le seuil de maturescence, comme il y avait le seuil de l'adolescence entre le stade primaire et secondaire, le seuil de maturescence, où, eh bien, pour la communauté, ce qui est en jeu, c'est la communauté de sens, sa finalité, sa vocation, sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres communautés dans le monde, son autonomie, son empowerment, on pourrait dire, effectivement. Alors que au niveau secondaire, il n'y a pas tellement des représentations de questions d'empowerment. Il y a simplement, je dirais, une technicité, une expertise en S rationalité. Voilà. S savoir, S science, S pensée, S philosophie, S organisation, S méthodologie, normalisation, modèle et tout ce qu'on veut. Mais pas un empowerment au sens d'autonomie. Donc effectivement, l'âge secondaire est encore un âge de dépendance, et de dépendance par rapport au modèle intellectuel, par rapport aux croyances, par rapport à un certain nombre de choses comme ça, n'est pas encore l'âge de l'autonomie qui vient. Mais dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, pour simplifier, que l'âge moderne, l'âge des Lumières, depuis la Renaissance, même si ce n'est pas aussi linéaire que cela, a été effectivement l'âge secondaire, une maîtrise beaucoup plus grande de l'âge des représentations, avec la science, la pensée, machin, tas de trucs, les organisations, les trucs, etc., qui permet d'être beaucoup plus efficace sur le plan factuel, hein, bien entendu, mais en même temps de vivre dans un champ plus large, puisque le champ des représentations, le champ de l'idée, des idées, le champ des identités, est effectivement un champ d'existence intéressante. Essayons de supprimer tout ce qui est de l'ordre des représentations dans notre monde, il ne va plus rester grand-chose à part du faire, qui a son charme et son intérêt, et d'ailleurs sa gestion d'affect, mais du faire qui n'amène pas au-delà de lui-même, hein, qui n'amène pas au-delà de la satisfaction des besoins auxquels il répond, des besoins de subsistance, des besoins de sécurité, des choses comme ça, de confort aussi. Donc, quatrième âge qui est celui-là. Alors, on est dans une période où le paradigme communautaire, l'âge des communautés de sens, le dépassement de l'âge des représentations mentales par le sens, l'intelligence symbolique, le discernement du sens humain, et effectivement ce lien entre le développement des personnes et le développement des communautés. Donc le développement communautaire se conçoit à partir de là. C'est vrai qu'avant le développement communautaire, du temps des modélisations rationnelles expertes, communauté, mieux vaut un bon modèle standard qui a fait ses preuves pour l'appliquer partout. C'est ça le régime antérieur. Bon. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est reconnaître l'existence propre de chaque communauté, le problème de sa maturité. Il ne suffit pas de décréter « Ah, ça y est, machin ». Non, c'est un chemin, c'est un travail. Comme une personne, elle n'est pas à l'âge de la grande maturité, maturescence, comme ça. Il y a des chemins de vie, il y a des pour les communautés, c'est vrai aussi. Sauf qu'il y a des raccourcis, heureusement. Sinon, ce ne serait pas la peine de parler de développement communautaire. S'il fallait 1000 ans pour passer d'un stade à l'autre, mieux vaut prendre des vacances tout de suite, ou se mettre en vacances. Mais justement, il se trouve que le développement communautaire et les phénomènes communautaires permettent de connaître et de comprendre des moyens et des leviers d'action qui permettent de parcourir ces chemins de développement beaucoup plus vite qu'avant. Et donc pouvoir penser que
une communauté qui en a à tel âge, eh bien, on peut entreprendre, quelquefois en quelques années, de passer à un autre âge et d'avoir une maîtrise de notre âge, etc., etc. Et bien entendu, quand on parle de communauté archaïque, ben, il y a du chemin, parce qu'il faut déjà sortir de l'archaïsme, ensuite il faut conforter, constituer une communauté du faire, etc. Et ensuite, il faut passer au stade des représentations mentales, intellectuelles, de la conceptualisation des choses, pouvoir se projeter, se voir dans le monde, etc. etc. Et puis ensuite, une fois ça, on peut arriver à l'âge des communautés de sens, à l'âge de maîtrise communautaire, de maturescence, où la communauté se reconnaît comme autonome, c'est-à-dire responsable des autres communautés auxquelles elle participe, et donc pas un électron libre de plus. Alors le développement communautaire ouvre vers cela. Et cette question de l'empowerment et de l'autonomie responsable des communautés, elle est présente partout dans le monde. Elle est présente comme une effervescence, comme une machin, mais qui est très malhabile, souvent démunie conceptuellement et démunie méthodologiquement. D'où l'intérêt du développement communautaire, à la fois pour poser le problème de l'empowerment, de l'autonomie des communautés et du développement des communautés, de toutes ces communautés, pour toutes ces communautés, à toutes les échelles. C'est important pour un pays de penser son développement comme communauté nationale, participant à d'autres communautés européennes, formées de communautés régionales et tout un tas d'autres communautés, etc. Pour une communauté nationale, c'est intéressant de projeter son développement comme un développement communautaire, et un développement communautaire qui est un développement humain, un progrès de la conscience qui touche, qui intègre et qui embarque toutes les questions d'économie, de toutes sortes, toutes les questions qui font sa vie, mais qui les embarque dans un projet de communauté. Vous avez entendu dire, comme moi, à la télé, il nous faudrait des politiques qui nous donnent un sens, un cap, etc., mais ils font des trucs, de toute façon, ils ne les réalisent pas. En fait, ils ne parlent que de faire, et ils ne le font pas. Bon, en plus, ils font de travers. Bon. Et en fait, mais bon, il y a des gens qui ont appris à faire, qui, au stade des représentations, les oligarchies rationnelles du pays, elles connaissent des modèles, elles peuvent en fabriquer d'encore plus sophistiqués. Manque de peau, ça ne répond pas à la question du cap et du sens, et donc du sens. Et voilà, donc les gens attendent et espèrent quelqu'un qui va leur donner, dire un sens, les aider à y voir clair dans le sens, et faute que cela vienne de là où ils l'attendent, eh bien, ils disent, on va se débrouiller tout seul, entre nous, on va faire des communautés, tiens, nous, on va faire notre monnaie locale, tiens, nous, on va faire machin, on va inventer une démocratie locale, tiens, nous, on va faire ceci, cela, tiens, nous, on va virer notre dictateur favori, ou pas favori, pour s'occuper de nos propres affaires. Bon, et tout ça, c'est l'actualité du monde à grand renfort de régression, de progression, etc. Simplement, pour comprendre ce qui se passe et voir ce qui se passe, encore faut-il avoir les lunettes appropriées. J'en ai 3 paires là en ce moment, ça va bien. Approprié et voir ce qui se passe. Alors effectivement, ceux qui sont en train de se désoler du fait qu'ils étaient les plus forts du monde et qu'ils avaient tout universel, etc., ils ont tendance à tomber dans la dépression ou dans l'archaïsme, ou dans la régression dans l'archaïque. Il y en a d'autres qui disent « Oh là là, occupons-nous du faire, parce que là, on peut savoir faire, mais au-delà, au-delà. » Et puis, il y en a qui ne veulent pas savoir. Et la volonté de ne pas savoir, c'est quelque chose de très fort, qui peut être très fort. Et on peut déployer des stratégies complexes pour ne pas savoir, ne pas voir, ne pas savoir. Et ça existe, parce qu'il se trouve que... Bonjour. Non, il se trouve qu'il se passe des choses, et des choses importantes dans le monde, et des choses enthousiasmantes, et des choses
maladroite, etc., un développement. Parce que quand on rentre dans un autre âge de développement, on y rentre en balbutiant, avec des pionniers, avec des apprentissages, puisqu'il faut tout reconstruire les représentations mentales, reconstruire les savoir-faire, reconstruire le jeu des affects, et reconstruire des communautés et des projets et des enjeux de développement et d'emploiement. Donc tout ça, ça ne se reconstruit pas en un jour. Et effectivement, on commence avec une grande déficience là-dessus. Donc il y a besoin de penser, il y a besoin de conceptualiser, il y a besoin de pratique, il y a besoin de méthode, il y a besoin d'expérience, etc. Bon. Et ça se passe. Ça se passe, mais pendant ce temps-là, il y en a qui disent « Oh là là, au feu, au loup, et puis il y en a effectivement qui... il y en a beaucoup, quoi. On est dans ce milieu où ça va dans tous les sens, où chacun tire sur les autres, plutôt ou sur la couverture, enfin, où il y a tout un tas de leurres qui passent pour la nouveauté ou le catastrophisme est extrêmement fort présent, l'accusation de l'homme est très présente, etc., etc., etc. Et en même temps, au milieu de ces troubles, il y a effectivement un développement communautaire de l'humanité qui est en train de monter en puissance tout doucement. D'ailleurs, à Lyon, ils ont créé la monnaie locale la semaine dernière. Ça en fait partie. Ça fait partie des petites choses et des choses qui sont symboliquement extrêmement fortes et révolutionnaires. Alors, il faut peut-être que j'arrête. Non, je vais dire encore 2 ou 3 choses quand même. Sur la question des méthodes, c'est-à-dire qu'il existe d'abord des possibilités de comprendre les situations. Il est possible de faire ce que j'appelle les analyses de cohérence culturelle dans une communauté, quelle que soit sa taille, pour comprendre quelle est la problématique humaine et quel est le sens, quelle est la logique propre à cette communauté qui peut être l'axe d'un développement communautaire. Il est possible d'apprécier sur cet axe de développement communautaire à quel stade on en est de développement. Est-ce qu'on est dans l'archaïque le plus total, ou est-ce qu'on a aussi des choses qui sont au niveau du faire, et est-ce qu'on a des choses qui sont au niveau des représentations, par exemple, dans une situation où l'archaïque était présent, donc les situations passionnelles, violentes, etc., comme on en voit dans un certain nombre de pays. Eh bien, pour grandir, pour faire développement communautaire, il ne faut pas sauter au stade des représentations en sortant des idéologies machin. Non, il faut passer par l'âge du faire ensemble. C'est le faire ensemble qui va permettre à la communauté de grandir et d'accéder à un stade des représentations où elle va pouvoir se projeter dans le futur et à un âge des communautés de sens. Donc, le développement communautaire, avec la connaissance de ces âges, des trajectoires, possible de dessiner des trajectoires, et ensuite il y a la question et comment on fait pour qu'une communauté avance. Bon, alors bien entendu, avant, il suffit de lui expliquer comment il faut faire, un petit coup de FMI par-ci, de Banque mondiale par-là, et puis voilà. Non, la question c'est comment faire avancer une communauté, de toutes sortes, petites et grandes, alors que là où elle en est, n'est pas ce qui est après. Ce qui après lui permettrait de savoir comment il faut faire, mais comme elle n'y est pas, elle ne peut pas le savoir. Donc il faut apporter à la communauté, il faut qu'il y ait des personnes ou d'autres communautés qui apportent à la communauté des aides, des suggestions qui lui permettent d'avancer de là où elle est. Et cette progression lui permet effectivement de grandir et donc d'être disposé à aller plus loin, etc., etc. Donc il y a un problème de dynamique de développement communautaire, il y a un problème de vecteurs et d'instruments. Alors il y a tout un tas d'un arsenal là-dessus, mais il y a, j'appelle les opérateurs symboliquement structurants, qui peuvent être des événements, des opérations, toutes sortes de choses, qui vont avoir pour effet de mobiliser dans le sens propre de la communauté, de la mobiliser autour d'enjeux qui sont
je dirais, à sa portée, c'est-à-dire d'enjeux qui sont significatifs là où elle en est. Parce que si on donne des enjeux qui sont significatifs de là où elle n'est pas, c'est la cata. Je pense le problème du Rwanda il n'y a pas longtemps, il y a quelques années quand même, et puis je sais que j'ai vu ça récemment, oui, ben, c'est dans les affaires de machin, effectivement, il y a des discours sur la démocratie qui ne sont significatifs qu'au niveau d'un certain niveau de représentation mentale, intellectuelle, etc., pour des gens qui en sont à l'archaïque. Et donc le discours sur la démocratie pour une population de l'archaïque la renforce dans l'archaïque, et d'ailleurs, c'est de pire en pire, et ça se traduit par des massacres au nom de la démocratie. Bon. En temps, il y aurait besoin de réviser un peu nos certitudes là-dessus, hein, puisque c'est comme ça que ça s'est passé au Rwanda, c'est comme ça que c'est en train de se passer ici et là, aujourd'hui, au nom de la démocratie, au nom de l'idéologie, au nom des représentations mentales, des idéales, voilà. Donc effectivement, c'est pas la démocratie qui compte, c'est de grandir là où on est, et l'empowerment. Et bizarrement, là, si on est un stade primaire, par exemple, ou archaïco-primaire, bizarrement, ce travail d'appropriation est un travail qui implique les gens, qui implique la participation des personnes, mais pas au nom de la démocratie. Ah, c'est pas du jeu. Bon, voilà. Ben si, c'est du jeu. Le jeu, justement, d'ailleurs, le jeu est un bon moyen, à l'âge du fer, de jouer à expérimenter des interactions et faire des apprentissages, etc., qui sont nécessaires. Une population archaïque lui enjoindre de rentrer dans des modèles de représentation sophistiqués, des normes ou des idéaux des types démocratie ou je ne sais pas quoi d'autre encore, c'est lui interdire de grandir. C'est la condamner à rester mineure et sous tutelle. Tiens, voilà, ça permet effectivement de mieux comprendre certaines choses cachées, mais réelles. Alors que faire grandir une communauté, progresser, c'est aussi l'apprentissage de son autonomie progressive, de l'autonomie des personnes, de la participation, du fait que ce sont ses affaires, et pas les affaires, ou l'économie, la participation en l'économie comme une entité abstraite et universelle. Donc voilà, simplement pour dire, beaucoup de développement à faire là-dessus, dans tous les cas de figure différents, il y a effectivement des stades, des phases de développement, et des vecteurs de développement, et des méthodes de développement, avec toujours la question, c'est comment peut-on agir sur une communauté, dans une communauté, de façon à ce que cette communauté devienne autonome. C'est-à-dire qu'elle n'ait plus besoin qu'on agisse pour elle. Alors ça, c'est un truc qui, dans l'âge des représentations, dans le monde des représentations, on ne sait pas répondre, on ne sait pas comment il faut faire, on ne sait pas répondre à ça. Donc on en rajoute un peu plus de tutelle, un peu plus de modèles, un peu plus de normes, un peu plus de procédures, un peu plus de cadres, un peu plus de contrôle, etc. etc. Mais on s'aperçoit après que les gens ne sont pas encore moins autonomes qu'avant. Ah ben c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est exactement le but qui était recherché en fait. C'était de garder le contrôle. Voilà, bon. Alors après ça, il y a tous les champs. Comment ça se dit dans une entreprise, comment ça se passe dans une entreprise, comment ça se passe dans une association, comment ça se passe dans un quartier, comment ça se passe dans les communes, là, dans les régions, les nouvelles, on a des régions toutes neuves là, dans l'Europe. Hein? Je dis pas encore. Pas encore. Ben non, à partir du 13 décembre, les régions toutes neuves. À Cayura, après les élections. Oui. Ah oui, mais elles n'existent pas formellement, juridiquement. Il faut qu'elles aient un président pour exister. Bon, enfin, bon, c'est en passe de... Voilà. Mais là, on assiste bien à la naissance d'entités mentales. Hein. Voilà. C'est des structures mentales, ce n'est pas des communautés. D'ailleurs, ceux qui ont voulu que ce soit des communautés, on leur a expliqué que ce n'était pas ça. Ben oui. Donc on les a collés avec quelqu'un d'autre à côté pour que ça ne soit pas une communauté. Voilà. Mais bon, ça ne va pas en rester là, puisqu'on est dans l'âge des communautés, donc ça va
Ça ne va pas rester là, quoi. Ça prendra du temps. Bon. Mais il pourrait y avoir, si on était un gouvernement d'une communauté qui avait en charge la gouvernance du développement communautaire de cette communauté, on pourrait se soucier de l'appropriation communautaire de territoires, de régions majeures. Non pas pour créer des communautarismes, comme on dit, oh là là, communautaire, il y a le communautarisme, c'est on crie au loup dès qu'il y a quelque chose qui bouge. Non, mais pour aider les régions, les communautés à grandir, mais grandir de là où elles sont. Toutes les communautés ne sont pas majeures, toutes les communes du fond des trucs ne sont pas majeures. Et il y a des petites communautés du fond des campagnes qui sont majeures, et d'autres grandes communautés qui ne le sont pas du tout, ou qui sont à tous les stades. Donc, voilà. Et c'est pas la taille qui fait la grandeur. Bon, si on peut le dire comme ça pour les communautés, pas que pour les communautés.